Dans le cas S égale 7, P égale 8, trouvez deux complexes XY dont la somme fait 7 et le produit 8. Bah, X et Y vont être solution de x2 moins x plus P qui donne là x2 moins 7x plus 8 égale 0. Et on trouve un discriminant 17 qui est positif et donc deux racines. Alors suivant l'ordre, ben voilà les couples qu'on trouve. Polynôme à coefficient dans R, donc coefficient dans R, les AK sont dans R. Si Z est une racine non réelle de P, alors conjugué aussi. Si Z est une racine non réelle d'ordre Q, alors alpha, pas Z mais alpha, alors son conjugué est aussi une racine de même ordre. Donc P va être factorisable dans ce cas-là par ça, qui est égal à ça, qui a l'avantage d'être un polynôme du second degré, un coefficient dans R. Démonstration de tout ça, si P de Z égale 0, on a ça, donc le conjugué aussi, mais le conjugué des AK, c'est les AK, donc ça fait ça. Et ça dit que P de Z bar est égal à 0, c'est fait. Le 2 est coefficient de tous les PJ sont évidemment, dans tous les PJ, sont évidemment réels. Bah oui, parce que le polynôme P est réel, vu la définition des dérivés de P, les dérivés de P d'ordre J, eh bien il est clair que les PJ sont réels. PJ de alpha égale 0. Pour J égale 0 jusqu'à Q-1, bah, et P QIM de Z est différent de 0. Bah, dans ce cas-là, on vient de voir que c'était vrai aussi pour alpha bar. D'accord? Et ça, c'est forcément non nul, parce que sinon, on aurait ça qui serait égal à 0, et du coup, comme il est à coefficient réel, PQIM de alpha bar bar, c'est-à-dire de alpha, sera égal à 0, ce qui est faux. Donc alpha bar est bien une racine d'ordre Q aussi. Et alpha est différent de alpha bar, car alpha est non réel. Donc on peut factoriser P par ça, et ça nous fait ça. Polynôme du second degré, un coefficient dans R. Conséquence, si P est un polynôme de degré n à coefficient dans R, bon, il a n racines complexes, hein. Attention, hein. Elles sont complexes les racines, hein, a priori. Donc il y a deux sortes de racines. Si alpha est une racine d'ordre Q, soit elle est réelle, soit elle n'est pas réelle. Si elle est réelle d'ordre Q alpha, on factorise par ça. D'accord? Si alpha n'appartient pas à R, alors on sait que alpha bar est une racine et qu'il est d'ordre Q. Hein. On sait que c'est vrai aussi pour alpha bar et qu'on peut factoriser donc par tout ça. Donc Q alpha est l'ordre de alpha. Donc P va être le produit de M facteurs de ce type-là et de Q facteurs de ce type-là. Le tout va être multiplié par le coefficient AN parce que le polynôme commence par ANXN. D'accord? Donc, tout polynôme de R de X est factorisable en un produit de facteurs du premier degré, dont les coefficients sont dans R, hein, et de facteurs de degré 2, dont les coefficients sont dans R aussi. Donc on multiplie tous ces facteurs et on multiplie évidemment par AN qui appartient à R. Nous allons voir le théorème de Gauss-Lucas qui dit que... Alors Gauss ne représente plus l'immense mathématicien du 19e siècle, Gauss, allemand, et puis Lucas, c'est un français, Lucas, du 19e siècle aussi. Donc que dit-il? Que si P est un polynôme complexe de degré supérieur à 1, les racines de son polynôme dérivé, donc de P', sont dans l'enveloppe convexe des racines de P. Alors il faut peut-être rappeler ce que c'est que l'enveloppe convexe d'une partie non vide grand A de C, eh bien c'est l'intersection de toutes les parties convexes de C qui contiennent A. Et c'est pour l'inclusion le plus petit convexe contenant A. Et on va voir que, en fait, vu sa définition, il est inclus dans tout convexe qui contient A, puisque c'est l'intersection de toutes les parties convexes qui contiennent A. Alors, démonstration, si j'appelle grand X l'ensemble des parties convexes qui contiennent A, X est non vide parce que C est une partie convexe qui contient A, on appelle B l'intersection de ces parties E qui appartiennent à X, alors si X, Y appartiennent à B, alors X, Y appartiennent à E, quel que soit E appartenant à X, donc
comme E est convexe, le segment va être inclus dans E. Le segment, je rappelle que c'est l'ensemble des Tx, le segment xy, c'est l'ensemble des Tx plus 1 moins Ty, où T appartient à 0, 1. Donc ce segment est inclus dans E, quel que soit E appartenant à X, donc xy est inclus dans B, ce qui veut dire que B est convexe. Hein, puisqu'à chaque fois qu'on prend xy appartient à B, le segment est inclus dans B. De plus, A est inclus dans E, quel que soit E appartenant à X, donc A va être inclus dans B. Enfin, si E appartient à X, c'est-à-dire est un convexe qui contient A, alors B est inclus dans E, par la définition de B. Donc B est bien le plus petit élément de X. Voilà. L'enveloppe convexe de B, eh bien, on va voir que c'est aussi l'ensemble des points X, alors je l'appelle delta pour la démonstration, l'ensemble des points X appartenant à C, pour lesquels il existe n appartenant à une étoile, et que X peut s'écrire donc somme des lambda xi, où les xi appartiennent à A, les lambda i sont positifs et leur somme est égale à 1, c'est des parissantes. Démonstration. D'abord que B est inclus dans delta, puis que delta est inclus dans B. Comme ça, l'ensemble B sera bien égal à delta. Si x, y appartiennent à delta, x et y s'écrivent comme ça. Alors on rassemble les x et les y, et puis on dit que c'est un ensemble de z, et puis bon, c'est-à-dire que le xi va devenir un zj, quoi. Hein, et puis pour en avoir p, bien on va rajouter des coefficients qui sont nuls, mais bon, ça ne changera rien à la somme qui fera toujours 1. D'accord? Et si bien qu'on aura un élément x qui s'écrira comme ça et qui vérifiera la condition que j'ai appelée 1. Et puis de même pour y, qui va vérifier la condition 1. Et si je prends t appartenant à 0, 1, eh bien si j'écris tx plus 1 moins ty, ça va faire ça. D'accord? Et ça va appartenir à delta parce que les tj évidemment sont positifs, parce que alpha j, bêta j, t et 1 moins t sont positifs. Les zj appartiennent à A, bien sûr. Et puis, la somme des tj, ça va être la somme des alpha j fois t, plus 1 moins t, la somme des bêta j. Mais ça fait 1, ça fait 1. Donc ça fait t plus 1 moins t égale 1. Donc tx plus 1 moins ty appartient à delta. Donc à chaque fois qu'on a x, y appartient à delta, le segment appartient à delta, donc delta est convexe. De plus, si x appartient à A, x égale 1, x appartient à delta, donc A est inclus dans A, delta. Donc delta est un convexe qui contient A. Et donc, on sait que B étant le plus petit convexe, on a vu que B était inclus dans tous les convexes contenant A. Donc B est inclus dans delta. Montrons que delta est inclus dans B, soit x appartenant à delta. Donc il va s'écrire comme ça, il vérifie 1. On va montrer par récurrence que x appartient à B. Pour n égale 1, ben, x est égal à 1x1, mais x1 appartient à A, donc x va appartenir à B, puisque A est inclus dans B. On suppose le résultat vrai à l'ordre n, et donc on prend un élément x qui est comme ça et qui vérifie 1. Donc en particulier, la somme des lambda i, les lambda i sont tous positifs, la somme fait 1. Donc un des lambda i n'est pas égal à 0. Quitte à réordonner les lambda i, on peut supposer que c'est lambda 1 qui est différent de 0. Et donc, on va poser lambda égale somme de 1 à n des lambda i qui sera strictement positif. Et y est égal à ça. Ça me permet de diviser par lambda, quoi. Bon, ben lui, il appartient à b, puisque la somme des coefficients est égale à 1. C'est lambda sur lambda. Hein, et que les xi sont dans A. Donc ça appartient à b. D'accord? Grâce à l'hypothèse de récurrence. Et x, lui, il est égal à lambda y plus lambda n plus 1, xn plus 1. Lambda et lambda n plus 1 sont positifs. Lambda plus lambda n plus 1, bah, c'est la somme des lambda i de 1 à n plus lambda n plus 1. Mais comme j'avais supposé la condition 1, ça fait 1. Y appartient à b, ça je l'ai déjà vu. Et le xn plus 1, il appartient aussi à b, parce qu'en fait, le xn plus 1, il appartient à A. Et A est inclus dans B. Donc, ces deux-là appartiennent à B. Et donc, quand je vais faire lambda plus lambda n plus lambda x plus non, lambda y plus lambda n plus 1 xn plus 1, les deux appartiennent à B qui est convexe. Et bien donc j'obtiens un élément qui appartient à B. Donc la propriété est héréditaire. Hein, cet élément appartient à B. Donc ça veut dire, d'après le théorème de récurrence, qu'elle est toujours vraie
Et donc, si x appartient à delta, j'ai montré que x appartient toujours à b. Donc, que delta est inclus dans b. Comme j'avais démontré que b était inclus dans delta, j'en déduis que delta est égal à b, d'où le résultat. Alors, on en vient maintenant à démontrer le théorème de Gauss-Lucas. Donc, je rappelle, hein, on a un polynôme de c de x de degré supérieur à 1. Alors, il faut démontrer que les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe des racines de P. Donc, P de degré n, ben, on sait qu'on peut le factoriser de cette façon-là, d'accord, avec toutes ces racines xi, qui peuvent être multiples. On appelle QI ces polynômes-là, les xi sont 2 à 2 distincts, les alpha i appartiennent à une étoile, et le degré n du polynôme, c'est la somme des alpha i. P est donc le produit de 1 à n des QI. Et on rappelle des résultats, alors que je ne vais pas redémontrer, là, pourtant j'avais donné la définition des polynômes dérivés, mais je ne vais pas tout refaire, parce que en fait ça a déjà été fait dans le chapitre sur les polynômes, chapitre général sur les polynômes. Mais bon, la dérivée d'un produit, c'est comme ça. Et la dérivée de P à la puissance m, qui est un polynôme, un P étant un polynôme, ça nous donne ça. D'accord? Et de ça, à partir de là, on peut démontrer que la dérivée de ce produit-là, c'est la somme pour 1 à m des dérivées de QI, donc Q'I, multipliées par les produits des QJ, alors des QK, K est différent de... Voilà. Bon, peut-être que je vais rajouter une diapositive pour redémontrer ça, mais je ne suis pas tenté en fait. Donc ça nous fait quoi? Eh bien, ça va nous faire, quand je dérive le Q'I, ça revient à dériver ça. Ça fait alpha i, x moins xi à la puissance alpha i moins 1. Fois donc ça. Donc ça fait la somme des alpha i, et ça c'est QI divisé par x moins xi. Là, c'est plus que les polynômes, ce que je dis là. Hein. C'est carrément des fractions rationnelles. Et donc, fois ça, et donc c'est égal à la somme de 1 à m des alpha i, et le QI vient multiplier ça, ça va nous faire P, parce que P c'est le produit des QI, sur x moins xi. Voilà. Voilà ce que ça fait que la dérivée P'. Mais ça, il faut bien comprendre que ça, malgré l'écriture qu'on voit là, hein, enfin non, on peut le comprendre même avec cette écriture, ça nous fait un polynôme. Parce que P, il se divise par x moins xi, vu que x moins xi est un diviseur de P. D'accord? Donc ça, c'est un polynôme. Voilà. Donc P' sur P est égal à ça. P' est de degré n-1, donc supérieur ou égal à 1, parce que n est strictement supérieur à 1, donc il a des racines dans Q, soit A une racine de P'. Premier cas, A est une racine de P, donc c'est un xi, donc on peut dire que c'est un barycentre de tous les xk, hein. On peut l'écrire comme ça, avec lambda k égale 0, si k est différent de i, et puis lambda i égale 1. Sinon, ce n'est pas une racine de P. Dans ce cas-là, on utilise ce qu'on vient justement de prouver, et ça, comme ça vaut 0, ça ne fera que 0 égale somme des alpha i sur a moins xi. Donc je vais multiplier par le conjugué, donc ça nous fait somme des alpha i a bar moins xi bar sur module de a moins xi au carré, est égal à 0. Je pose ti égale alpha i sur a moins xi bar au carré, enfin le module au carré, pardon, j'ai mal dit, c'est pas a moins xi bar, c'est le module au carré. Ça appartient à R plus étoile parce que les alpha i sont positifs, évidemment, hein, des antinaturels. Alors, et A n'est pas un xi, il faut bien comprendre qu'A n'est pas une racine de P. Hein, je suis sûr que ça ne fait pas 0, ça. Et donc, j'obtiens que somme des TI A bar moins somme des TI xi bar est égale à 0, et donc je vais passer de l'autre côté, ça me fait ça. Je passe au conjugué. Comme les TI sont des réels, ça fait somme des TI A, d'accord? Alors somme des TI, c'est positif, hein, est égal à somme des TI xi, d'accord? Donc A va être égal à ça divisé par ça. Donc j'appelle lambda i les TI sur la somme des TI. Voilà. Donc c'est positif, puisque TI est positif. Hein.
Et donc, et la somme des lambda i, ben, c'est la somme des ti sur la somme des ti, ça fait 1. Voilà. Et donc, ma racine de P' là est une combinaison linéaire des racines des P. Et donc, ça veut dire que A appartient, d'après ce que j'ai démontré avant, il appartient à l'enveloppe convexe des xi. D'où le résultat. Tout racine de P' est dans l'enveloppe convexe des racines de P. Passons aux racines énièmes de l'unité. N est un entier naturel supérieur ou égal à 2. Les racines énièmes de l'unité, on dit qu'on a une racine énième de l'unité, toute solution complexe de l'équation z puissance n égale 1. Donc soit un leur ensemble, on remarque que 1 appartient à un, bah ça c'est évident, hein. 1 à la puissance n égale 1. Cardinal un inférieur ou égal à n, bah c'est évident aussi, puisque cette équation-là a au plus n solutions. Un est inclus dans le cercle unité, bah oui, parce que si on a Zn égale 1, module de Zn va être égal à 1, module de Z c'est un réel, donc module de Z est égal à 1. Et puis là, il y a exactement n éléments. Alors, il faut bien voir que Z appartient à U. Donc Z c'est un exponentiel iθ. Donc ça fait exponentielle in θ est égal à 1, ce qui équivaut à nθ égale 2kπ. Et donc voilà les solutions. Ça en fait une infinité, mais il n'y en a que n qui sont 2 à 2 distincts. Si je prends k entre 0 et n-1, ça ce sont des éléments 2 à 2 distincts parce que leur argument, bah, ils sont 2 à 2 distincts hein, les arguments, puisque k est, si je prends k différent de j, 2kπ sur n évidemment est différent de jπ sur n. Et ils appartiennent à un intervalle de longueur 2π, exactement égal à 2π. Donc les oméga k sont 2 à 2 différents, et donc on a là, qui fournissent n solutions de cette équation. Et comme cette équation n'a que n solutions, on les a toutes, d'où le résultat. Alors quelques résultats, là, oméga k égale oméga 1 puissance k, oméga 1 puissance n est égal à 1, et pour p appartenant à z, oméga 1 à la puissance p égale 1, si et seulement si p multiple de n. Enfin, quel que soit k appartenant à z, l'inverse d'oméga k, 1 sur oméga k, si vous voulez, est égal à oméga n-k, et c'est égal au conjugué d'oméga k. Donc le premier, bah, il est tout à fait évident. Le deuxième, ça égale 1, ça équivaut à ça. Donc ça équivaut à ça, donc ça équivaut à P égale, il existe K tel que P égale 2... Non, il n'y a pas les deux là. Tel que P est égal à K. Voilà. Ce qui équivaut à dire que P est un multiple de N. Voilà. Ça c'est bon. Quel que soit K appartenant à Z, oméga K. Alors ça, c'est égal, puisqu'on met à la puissance moins 1, ça fait ça. Ça, c'est bien le conjugué d'oméga k. Et puis, ça peut s'écrire, on peut toujours rajouter 2i en haut. Et si je mets en facteur, ça nous fait ça. Et ça, c'est oméga n moins k. Donc, c'est bon. Et puis c'est bien, on va tout démontrer. La somme des oméga k fait 0, leur produit moins 1 puissance n moins 1. Alors, deux démonstrations possibles, celle qui utilise ce polynôme, où l'on voit que la somme des racines elle est donnée par le coefficient, en fait c'est l'opposé du coefficient en n-1, mais ici c'est 0. D'accord? Voilà. Donc ça nous fait que la somme est nulle. Et le produit, lui, c'est le terme constant, mais là il y a une histoire de signe, hein, moins 1 puissance n, puisqu'il y a, voilà, moins 1 puissance n, le produit, va être égal au terme constant qui vaut moins 1. Et donc, ça fait que le produit est égal à moins 1 puissance n moins 1. Bon, autre démonstration possible, les oméga k, c'est des oméga 1 à la puissance k. D'accord? Et donc, on fait leur somme de 0 à n moins 1. Donc, le premier, c'est 1 plus oméga 1 plus oméga 2, et on finit par oméga 1, enfin,
plus oméga 1 plus oméga 1 carré, etc., on finit par oméga 1 à la puissance n-1. Donc ça fait 1 moins oméga 1 puissance n sur 1 moins oméga 1, parce qu'évidemment oméga 1 n'est pas égal à 1. Et donc ça fait 0, puisque oméga 1 à la puissance n égale 0. Quand on produit, bah, ça fait ça. Donc là, on est amené à calculer 0 plus 1 plus 2 jusqu'à n-1. Donc ça fait oméga 1 à la puissance n-1 sur 2. Mais oméga 1, c'est ça. Si je le mets à la puissance n-1 plus 2, bah, ça multiplie. Et donc ça fait moins i pi facteur de n-1. Donc moins i pi n. Donc ça fait moins i pi tout simplement à la puissance n-1. Et moins i pi, enfin exponentielle moins i pi, c'est moins 1. Donc moins 1 puissance n-1, on retrouve le résultat. Les racines n-ième de l'unité sont les sommets d'un polygone régulier de centre O à n côtés sur le cercle unité. Les deux dernières, enfin, on commence à S0, puis on finit par Sn-1, qui est là. Démonstration. Si j'appelle Sk le point d'affixe oméga k, on dit l'image de oméga k, dans le plan complexe, eh bien la rotation de centre O et d'angle 2π sur n transforme Sk en Sk plus 1. Pourquoi? Parce que l'argument de Sk, c'est 2π k sur n, et si je rajoute 2π sur n, ça fait 2π facteur de k plus 1 sur n, c'est-à-dire l'argument de Sk plus 1. Autrement dit, on a ça. Voilà. Et donc pour le dernier, le dernier c'est S0, donc ça veut dire que Sn-1 est envoyé en S0. Voilà. Donc les racines deuxième de l'unité, c'est moins 1 et 1. Les racines troisième, c'est grand J et puis J bar. Ça nous fait un triangle équilatéral. Les racines quatrième, ça va nous donner un carré. Ça va être 1i carré qui fait moins 1, i au cube qui fait moins i. D'accord? Et dans le cas n égale 6, on constate que l'exponentielle de pi sur 6, ça fait exponentielle pi sur 3, et ça nous fait 1 demi plus i racine de 3 sur 2, je l'appelle oméga 1, qui est ici. Oméga 2, ça nous fait j, voilà. Oméga 3, ça fait moins 1, puis ensuite on va avoir j bar. Alors on remarque d'ailleurs que celui-là est à l'opposé de celui-là, J bar à l'opposé de S1, et puis on finit par le dernier, oméga 5, qui est le conjugué de oméga 1, puisque 1 plus 5 ça fait 6, et donc voilà, et puis oméga 0 évidemment qui est égal à 1. Donc on constate, oui, ça, c'est-à-dire qu'il y a des symétries, une symétrie de centre O qui permet de passer du sommet S0 à S3, S1 à S4, et puis S2 à S5. UN multiplié est un sous-groupe du groupe, est un sous-groupe cyclique d'ordre n du groupe U multiplié, engendré par oméga 1. Démonstration. 1 appartient à UN, ça on le sait déjà, UN incluant U on le sait. Si Z appartient à UN, ZZ' à la puissance n va nous faire 1, donc il appartient à UN. Et 1 sur Z à la puissance n, c'est pareil, il va nous faire 1, donc 1 sur Z appartient à UN. Donc c'est bien un sous-groupe. Alors il est cyclique parce qu'en fait, il est comme ça, il a n éléments, et on l'a vu, il est engendré par oméga. Donc il est cyclique d'ordre n. Voilà. Alors, par ailleurs, mais là je ne refais pas le cours sur les groupes, mais on note qu'il y a un isomorphisme de groupe. À partir du moment où on a ça, il y a un isomorphisme de Z sur NZ+, du groupe Z sur NZ+, vers UN multiplié. Alors, qui à classe de K associe oméga 1 à la puissance K égale oméga K. Alors d'où il vient? Il se retrouve facilement en considérant l'homomorphisme surjectif qui a K appartenant à Z, Z+, associe oméga K appartenant à UN multiplié. Puis ensuite on quotiente. En fait, on quotiente par quart de phi, mais quart de phi, c'est l'ensemble des multiples de n, donc c'est nz. Donc ça nous fait z sur quart de phi égale z sur nz. Voilà. Et comme il est surjectif, il y a un isomorphisme. Bon, après, on peut retrouver facilement à la main que c'est un isomorphisme
surjectif, un isomorphisme. Voilà, les éléments générateurs de UN sont les oméga K, tels que K et N sont premiers entre eux. Alors ça ne peut pas être 0, bien sûr. Hein. Donc ça commence à 1, oméga 1 et les générateurs. Il y en a exactement phi de N. Inférieur à 1, ben, je viens de dire qu'il n'y avait pas 0, donc 1 n'est pas générateur, hein, parce que 0 ça correspond à 1. Et où phi est l'indicatrice de l'air, c'est-à-dire qui donne le nombre de cas appartenant à n, compris entre 1 et n-1, qui sont premiers avec n. Voilà. Et là, je ne refais pas non plus la théorie. N est égal à 2. On regarde jusqu'à k, ce qu'on a vu avant. N égale 2, bon, alors là, il y a oméga 0 est égal à 1, lui, il ne peut pas être générateur, mais moins 1, il est générateur, puisque moins 1 au carré est égal à 1. Donc, il y a phi de 2, ben, il y a 1, il n'y en a qu'un qui est générateur. N égale 3, ben, on a vu qu'il y avait oméga 1 et oméga 2. Alors, oméga 1 égale J, oméga 2 égale J bar. Tous les deux sont générateurs, parce que J2, ça fait J bar, et J au cube, ça fait 1. J bar au carré, ça nous fait le conjugué de J2, donc ça fait le conjugué du conjugué de J égale J. Et J bar au cube, bah, ça fait 1 aussi. Donc ils sont tous les deux générateurs. Phi de 3 est égal à 2, parce que n égale 3. Là. Pour n égale 4, bah, on a oméga 1 égale I, oméga 3 égale moins I est aussi générateur. Hein, parce que 1 est premier avec 4, et puis 3 est premier avec 4. D'accord ? Alors, bon, c'est facile à vérifier, tout ça. Moins I carré, je vous laisse vérifier, j'espère qu'il n'y a pas trop de fautes. Moins I au cube, ça fait I, et moins I puissance 4, ça fait 1. Voilà, parce que pour I, c'est facile à vérifier. Phi de 4 est donc égal à 2, et on peut vérifier facilement que oméga 2 égale moins 1, ben, il n'est pas générateur, hein, puisque oméga carré il est égal à 1. Voilà. En fait, il engendre un groupe d'ordre 2, quoi. Voilà. Un sous-groupe d'ordre 2 du groupe U4. Voilà. N égale 6, bah, oméga 1 c'est ça, oméga 5 égale oméga 1 bar son générateur, d'accord. Bon, voilà, je ne fais pas les calculs, hein, mais c'est parce qu'on a ça. Alors, si je prends oméga 2, bah, 2 et 6 ne sont pas premiers entre eux. Oméga 3, c'est pareil, 3 et 6 ne sont pas premiers entre eux. Et 4 et 6 ne sont pas premiers entre eux non plus. Donc, phi de 6 est égal à 2. On peut vérifier hein, que ça ne marche pas avec 2, parce que oméga 2 au cube, il fait oméga 1 au carré au cube, ça fait oméga 1 puissance 6 égale 1. Voilà, oméga 3 au carré. Donc là, on va avoir un sous-groupe d'ordre 3, engendré par oméga 2. Et puis oméga 3 au carré égale oméga 1 au cube au carré, ça fait 1 aussi. Et donc là, on va avoir un sous-groupe d'ordre 2. Et puis le dernier, c'est aussi un sous-groupe d'ordre 3. Oméga 4 au cube va être égal à oméga 1 puissance 4 à la puissance 3. Ce qui fait oméga 1 puissance 6, c'est-à-dire 1 au carré, égale 1. UN est le seul groupe d'ordre n du groupe, le seul sous-groupe d'ordre n du groupe U. Démonstration, on sait que UN est un sous-groupe d'ordre n de U. Si G est un sous-groupe de U d'ordre n, alors si c'est un sous-groupe, ben 1 appartient à G, et si c'est un sous-groupe d'ordre n, on a Zn est égal à 1, donc on va rajouter d'ordre n, quel que soit Z appartenant à G. D'accord? Parce que l'ordre est n. Donc ça veut dire que si Z appartient à G, alors Z appartient à UN. Donc G est inclus dans UN. Mais comme ils ont tous les deux n éléments, bah, ils sont égaux. Voilà. Donc G, c'est UN. Donc ça veut dire que UN est bien le seul sous-groupe d'ordre n2. On voit maintenant le pentagone régulier. Alors on va démontrer d'abord que le cosinus de 2π sur 5 est égal à moins 1 plus racine de 5 sur 4. Et ça va nous permettre de construire le pentagone régulier à la règle au compas. Démonstration, on sait qu'on a ça et ça, que ça c'est 1 sur oméga 1 carré et ça c'est 1 sur oméga 1. Donc on peut le ranger comme ça. Et je constate que z au carré est égal à ça. Autrement dit que ça fait z au carré moins 2. Du coup, j'obtiens cette équation qui a deux solutions.
mais z est égal à oméga 1 plus le conjugué d'oméga 1 égale 2 parties réelles d'oméga 1 égale ça. Alors ça, le cosinus de 2π sur 5, c'est parce que 2π sur 5 est entre 0 et π sur 2, c'est positif. Donc il faut que je conserve uniquement, puisque z là, est égal à 2 cosinus de π sur 5, il doit être positif, je conserve que moins 1 plus racine de 5 sur 2. D'accord? Et donc en divisant par 2, j'obtiens le cosinus de 2π sur 5 qui est égal à moins 1 plus racine de 5 sur 4. Et ça me permet de construire la règle au compas, ça permet de construire de plusieurs façons différentes, le pentagone régulier. Il faut construire la racine de 5, ça c'est facile. On prend 2 ici, 1 ici, on applique Pythagore. Donc ça mesure racine de 5, je le reporte ensuite ici. D'accord? Ensuite, il faut enlever 1. Donc là, il y avait 1. Là, il y a racine de 5. Donc le voilà, la longueur de racine de 5 moins 1. Donc après, je fais deux coups de médiatrice. Première médiatrice de ce segment-là. Deuxième médiatrice de l'autre. Et là, ça, la distance entre les deux médiatrices, ça fait moins 1 plus racine de 5 sur 4, que je peux rapporter ici, par exemple, sur un autre dessin, ou rapporter directement ici. Et donc là, ça me donne le cosinus. Donc à partir du cosinus, j'ai le premier sommet. Et puis après, une fois que j'ai le premier sommet, c'est que des rotations. C'est-à-dire que je prends cette longueur-là, et je la reporte ici, etc., etc. Et comme ça, je fais le tour. Bon, ces deux-là, là c'est bien vertical, là aussi, que oméga 3 est égal à 1 sur oméga 2 égale le conjugué d'oméga 2, et oméga 4 est égal à 1 sur oméga 1 égale conjugué de oméga 1. Et donc là, à la fin, j'ai bien mon pentagone régulier. Bon, ça donne des idées pour couper un gâteau en 5, mais enfin bon, pas... Énième d'un nombre complexe, on se donne n appartenant à n supérieur ou égal à 2 et on appelle racine énième d'un nombre complexe A, tout complexe Z, tel que Z puissance n est égal à A. Donc il y a O plus n solutions. Mais si A égale 0, il n'y a qu'une unique solution, c'est Z égale 0. En effet, Z puissance n égale 0 équivaut à Z égale 0. Si A est différent de 0, il y a exactement n racines énièmes de A. Et ce sont les racines énièmes de module de A, ça c'est un réel positif, fois exponentielle de i, facteur de θ plus 2kπ sur n, où k appartient à z, est compris, alors c'est à n en fait, là, entre 0 et n-1. Bon, alors on va démontrer ça. L'ensemble de ces racines, c'est donc les racines énièmes de A, là je sépare en deux exponentielles, je fais ça, il reste quoi? Oméga k. Alors, A égale 0. C'est évident, je l'ai dit. Et si A est différent de 0, il s'écrit comme ça. Avec R égale module de A, strictement positif, et θ, un argument de A. On cherche Z sous la forme exponentielle. D'accord? Alors évidemment, il est non nul, puisque Z à la puissance n fait A qui est non nul. Donc, Z puissance n égale A, ça équivaut à R puissance n exponentielle i n phi, est égal à R exponentielle i θ, donc R puissance n égale grand R, et n phi égale θ plus 2kπ où k appartient à z. Donc les solutions sont les racines énièmes de racine de R, racine énième de R, exponentielle i phi, ça va nous faire ça, d'accord, k appartenant à z. Mais quand je le sépare en deux, je fais apparaître les oméga k. Et je sais que les oméga k, quand k varie dans z, en fait, ils prennent que n valeurs. D'accord? Puisque ça, c'est égal à un. Et donc, c'est les valeurs oméga 0 jusqu'à oméga n-1. Et donc, multiplié par ça, ça prendra que n valeurs. L'ensemble de ces trucs-là ne vont prendre que n valeurs. Donc, il y a exactement n solutions. Et ce sont les racines énièmes de module de A, exponentielle i θ sur n, oméga k. Pour k entier, compris entre 0 et n-1. Et ça fait... racine, ça s'écrit aussi racine énième de module de A, exponentielle i, θ plus 2kπ sur n, k étant compris entre 0 et n-1, θ étant un argument de A.
deux petits exercices de géométrie pour finir. Bon, c'est pas celui-là le premier. Je sais pas, comme je refais en fait un cours que j'avais fait il y a 2 ans et que je sais pas où le caser, je le case ici, mais enfin, il est peut-être pas exactement dans le bon chapitre. C'est pas grave parce que on utilise des nombres complexes et puis on utilise aussi une rotation d'angle de pi sur 3. Donc ça a un petit peu à voir quand même. On donne 3 points 2 à 2 distincts non alignés M1, M2, M3 du plan complexe d'affixe Z1, Z2, Z3. Et on va démontrer que M1, M2, M3 est un triangle équilatéral direct si et seulement si Z1 plus JZ2 plus J2Z3 est égal à 0. Où J est égal à exponentielle de pi sur 3. Tout à l'heure, j'avais écrit avec un J majuscule. Démonstration. On suppose qu'il est équilatéral direct. Alors ça veut dire quoi ça veut dire que si oméga est le centre du cercle, circonscrit à M1, M2, M3, la rotation de centre oméga est donc 2pi sur 3, envoie M1 en M2, M2 en M3, M3 en M1. Donc on a ça. Et ça. D'accord? Ce qui fait ça. Ce qui fait ça. Donc Z1 plus JZ2 plus J2Z3 est égal à Z1 plus J. Alors le Z2, ben, c'est oméga plus JZ1 moins J oméga. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est Z1 plus, j'ai dit J oméga, oui, ben, c'est fait, plus J2 facteur de Z1 moins oméga, c'est bon. Plus J2 Z3, Z3 c'est oméga. Donc plus J2 oméga plus, alors c'est oméga plus ça. Donc comme je multiplie par J2 plus G4 facteur de Z1 moins oméga. Mais J4 c'est J3 fois J, ça fait J. Parce que J3 est égal à 1, donc ça fait Z1 moins oméga. Parce que je vais mettre des moins oméga partout. Du coup, je suis obligé de rajouter un oméga, hein, il va être ici. Donc Z1 moins oméga va être facteur de 1 plus J2. Plus J2 et puis plus J. Et puis le oméga, ben, il y a celui que j'ai rajouté, plus J oméga plus J2. D'accord? Et tout ça, ça fait 0. Et la réciproque maintenant, soit, alors évidemment, je vais chercher oméga tel que Z2 moins oméga est égal à J facteur de Z1 moins oméga. Donc ça équivaut à dire que Z2 moins JZ1 est égal à oméga moins J oméga, et donc Z2 comme oméga, pardon, est égal à Z2 moins JZ1 sur 1 moins J. Voilà. On a donc, on a donc ça. D'accord? Et ça veut dire que la rotation de centre oméga, alors oméga c'est le point d'affixe oméga. Hein. Et donc de pi sur 3, on voit 1 M1 en M2. Bon, alors maintenant, je sais que j'ai ça. Donc j'ai JZ, je multiplie par J. Z1 plus J2, Z2 plus J3, Z3, c'est-à-dire Z3 est égal à 0, ça me permet d'isoler Z3, qui va être égal à, j'envoie de l'autre côté. Et Z3 moins oméga va donc faire ça. Donc Z3 moins oméga est égal à moins JZ1, moins J2, et là je remplace mon Z2 par oméga plus J fois structure. Oméga plus JZ1 moins J oméga. Ok? Moins oméga. Et je développe, ça fait moins JZ1. Moins Z1, lui, il vient de ça. D'accord? Moins Z1, moins, moins oméga, il vient de ça. Et puis, j'en ai oublié un, mais peu importe, vous regarderez. Et donc, ça fait Z1, moins Z1, facteur de 1 plus J, d'accord? Moins J2 oméga. Mais 1 plus J est égal à moins J2. Eh bien oui, parce que 1 plus J plus J2 égale 0. Donc ça fait moins J2, donc ça fait J2Z1. Moins J2 oméga. C'est-à-dire J2 Z1, facteur de Z1 moins oméga. C'est-à-dire J facteur de Z2 moins oméga. D'accord? Oui, parce que Z2 moins oméga est égal à J facteur de Z1 moins oméga.
Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la rotation, toujours la même, hein, elle envoie M2 en M3, puisque là j'ai cette relation Z3 moins oméga égale J facteur de Z2 moins oméga. Voilà. Et par ailleurs, J facteur de Z3 moins oméga, lui, va être égal à JQ facteur de Z1 moins oméga égale Z1 moins oméga. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que M3 est envoyé en M1. D'accord? Donc finalement, M1 est envoyé en M2, M2 en M3, M3 en M1. Ben, eh bien, M1, M2, M3 est donc un triangle équilatéral, hein, parce que on passe de l'un à l'autre par la rotation de centre oméga et d'angle de pi sur 3. Un deuxième exercice de géométrie, on cherche les conditions nécessaires suffisantes, donc les conditions pour que les solutions de l'équation z au cube plus az2 plus bz plus c est égal à 0 forment un triangle équilatéral. Alors A, B, C, ce sont des nombres complexes, et quand je dis triangle équilatéral, je ne voudrais pas qu'il soit réduit à un point, hein, mais un vrai triangle, quoi, avec trois sommets qui sont non alignés et deux à deux distincts. Donc j'appelle oméga le centre de ce triangle, avec Z1, Z2, Z3, les solutions, on pose T égale Z moins oméga. Donc en faisant Z moins oméga, je vais obtenir T1, T2, T3, qui vont dire que Z est solution de ça, ça équivaut à dire que T est solution de ça. D'accord? Et ça s'écrit ça. Et donc T1, T2, T3 vont être les solutions de ce truc-là. Donc là, en développant, j'obtiens que grand A, c'est 3 oméga plus A, B, c'est 3 oméga 2 plus 2 oméga plus B, et C, c'est oméga au cube plus A oméga 2 plus B oméga plus C. Supposons que le triangle soit équilatéral. Alors ça, direct, on peut le supposer direct, à condition, quitte à changer éventuellement l'orientation. On a donc des solutions T1 qui vont être, enfin T, on va dire T, une solution. Alors les autres, ça va être TJ, et ça va être forcément TJ2. Parce que, en fait, Z2 moins oméga, c'est J facteur de Z1 moins oméga, hein, puisqu'il est équilatéral. Z3 moins oméga, c'est J facteur de Z2 moins oméga, et ça fait J2 facteur de Z1 moins oméga. Donc là, j'ai bien T2 égale JT, T3 égale J de T. Donc cette équation-là est égale à 0, ça implique quoi? Ça implique que je remplace par T qui est une solution, ça. J'ai TJ qui est une solution, ça. J'ai T2J qui est TJ2 qui est une solution, ça fait ça. Bon, celle-là, je la simplifie un peu parce que J au cube fait 1 et donc j'obtiens des choses un petit peu plus simples. Notamment, oui, bah, pour le premier, et puis ici, J à la puissance 6, ça fait 1, J4, ça fait J. Voilà. Et après, je vais faire 1, moins 2, et puis 1, moins 3. En faisant 1, moins 2, je vous laisse vérifier, j'ai ça, je divise par 1, moins J, j'ai ça. Alors, je vais diviser aussi par T, parce que T, il est différent de 0, parce que si T était égal à 0, bah, de toute façon, ils seraient tous, l'autre solution, c'est JT, J de T, toutes les solutions seraient nulles, d'accord? Et ça veut dire que les Z qui correspondent, Z1, Z2, Z3, ils seraient tous confondus avec oméga. Alors, donc là, ça me donne ça. Oui, alors, là, ça me donne ça, et je divise cette fois-ci par 1 moins J. D'accord. Et par T. Donc ça fait ça. Alors maintenant, bah, je prends, alors je ne sais plus comment j'ai fait, hein. Je prends celle-là, je la multiplie par J2, comme ça j'ai du A J2T, parce que ça fait moins J2. D'accord? Donc moins A T J2 plus B égale 0, et donc là je vais avoir B égale AT J2 que j'obtiendrai ici, donc ça va me faire B plus B 1 moins J J2 qui est égal à 0, d'où je tire que B facteur de J2 moins J au cube, ça fait 1, ça, plus 1. Donc ça fait B J2 égale 0, donc B égale 0, donc A égale 0. Donc en fait, mon équation, elle revient à ça, T au cube plus C égale 0. D'accord? Bon. Bah, pour avoir trois solutions distinctes, il faudrait mieux que T soit pas égal à 0. D'ailleurs, je ne veux pas avoir T égale 0 au passage. Donc je ne veux pas avoir grand C égale 0. Je vais en parler après de ça. Alors, on a bien
TJ au cube plus C est égal à 0. Et bah, effectivement, hein, quand je fais TJ2 au cube, ça fait aussi plus C est égal à 0. Alors Z1 c'est oméga plus T, Z2 c'est oméga plus JT du coup, et Z3 c'est oméga plus J2T. Bon, comme A est égal à 0, eh bien 3 oméga plus A va être égal à 0. Donc oméga égale moins A sur 3. B est égal à 0. Donc 3 oméga 2 plus 2 oméga A plus B égale 0. 3 oméga 2, ça fait 3 fois A2 sur 9, ça fait A2 sur 3. Là, le oméga est égal à moins A sur 3, donc ça fait moins 2A2 sur 3 plus B égale 0. Donc j'obtiens que B est égal à A au carré sur 3. D'accord? Alors, réciproquement maintenant, et je reviendrai sur le cas de grand C après. Si je suppose B égale A au carré sur 3, je vais choisir évidemment oméga égale moins A sur 3. Et donc, je vais obtenir, comme avant, hein, A, de toute façon j'ai le droit de le faire, hein, je vais obtenir grand A est égal à 0, et je vais obtenir grand B, alors il suffit de remplacer, qui est égal à 0 aussi. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est comme ça, grand B est égal à 3 oméga 2, donc ça fait 3 fois 2 sur 9, donc ça fait ça, moins... Alors, plus 2 oméga, mais oméga c'est ça, donc ça fait ça, plus B. Et donc, comme B est égal à 2 sur 3, ça fait 0. Alors le C, lui, ben, je remplace là-dedans. Ça fait oméga au cube, d'accord? Ça fait bien ça, hein, parce que le cube, il y a un moins. Plus A oméga 2. Le oméga 2, c'est A2 sur 9. Donc, A oméga 2, ça fait A3 sur 9. Et le plus B oméga, oméga c'est ça, je multiplie par B qui est égal à ça fait moins A3 sur 9, ça se supprime. Donc ça fait moins A au cube sur 27 plus C. D'accord? Eh bien, lui, je l'ai dit tout à l'heure, cette équation, elle me donne 3 solutions. D'accord? Donc là, je suis sûr que cette rotation-là va bien envoyer M1 en M2, puis en M3. Ça me donne bien un triangle équilatéral. Est-ce un vrai triangle? Ça sera un vrai triangle uniquement si Z1 est différent de oméga. C'est-à-dire que T1 est différent de 0. Différent de 0, c'est-à-dire que 0 n'est pas la solution de ça. Donc ça veut dire que C est différent de 0. Autrement dit que, grand C, hein, C est différent de A au cube sur 27. C'est ça la condition pour avoir un vrai triangle équilatéral. Donc le bilan de cette affaire, la conclusion, c'est que on a un triangle équilatéral si et seulement si B est égal à A au cube sur 3. Mais c'est un vrai triangle si en plus on a C différent de A au carré, de A au cube, une erreur là, de A au cube sur 27.